Salut à tous et bienvenue dans la première de Vas-y voir. Vas-y voir, ce sont des vidéos dans lesquelles je vais vous parler des artistes, de leurs œuvres, mais aussi de leur histoire. Dessins, peintures, sculptures, art numérique, vidéos, cinéma et installations, l'art aujourd'hui se niche partout, et pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler de l'art et de ses destructeurs. Alors, si vous êtes prêts à vous embarquer avec moi dans cette folle aventure, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, générique. Cet été, les jardins du château de Versailles ont accueilli l'œuvre Dirty Corner d'Anish Kapoor, artiste mondialement célèbre. Cette œuvre, qui se présente sous la forme d'une sculpture qui représente une espèce de trompe en acier gigantesque, a trouvé place sous les fenêtres royales du plus mégalo des souverains français, j'ai nommé Louis XIV. Tout est dans le style, la pose attitude. Cette sculpture monumentale, réalisée en 2011, prend la forme d'une espèce de gigantesque trompe d'acier qui mesure tout de même 60 mètres de long sur 8 mètres de hauteur. Mais si cette œuvre d'Anish Kapoor a fait parler d'elle, c'est moins par sa forte présence et par ses formes évocatrices. Non! C'est parce qu'elle a rapidement fait souffler un vent de scandale sur les jardins propres du roi. Tout a commencé lorsque le vagin de la reine, c'est ainsi que la presse et le public ont surnommé l'œuvre, c'est plus imagé, a été souillé de peinture jaune peu après l'ouverture de l'exposition. Puis, en septembre, ce sont des inscriptions antisémites et royalistes qui font leur apparition sur l'œuvre. C'est comme aller à un enterrement. C'est un enterrement de la culture en France. L'idée d'un monument public reflétant le monde contemporain est maintenant en deuil. Regardez-moi ça. Ce ne sont pas juste des graffitis, ce sont des mots de haine. Et je pense que c'est triste. This is not just graffiti, these are words of hate. And I think it's all of our sadness. Et là, c'est forcément le scandale, la polémique. Ils vont m'entendre gueuler. J'entendrai rien du tout demain, c'est dimanche, la mairie est fermée. Et vas-y que les médias s'emparent de l'histoire, et que je te fasse un reportage, et que je t'invite du spécialiste, et que je te mitonne du débat de seconde zone. Un tel défend coûte que coûte la sacro-sainte liberté d'expression de l'artiste. Un autre hurle au sacrilège, et qu'est-ce que c'est que cette horreur qui vient défigurer le beau jardin du roi, et l'honneur de la France, et y a plus de respect, et de toute façon l'art contemporain c'est n'importe quoi, les taupes de Versailles, où c'est-il qu'elles vont nidifier avec tout ce bordel sur la pelouse? Mais l'art dans tout ça, on en parle quand? Et oui, parce que, au milieu de la polémique, au milieu des invectives et des noms d'oiseaux, il n'y a pas de place pour la réflexion. C'est pas vendeur, c'est pas télévisuel. Kapoor décide alors de laisser apparentes les inscriptions pour mieux les dénoncer. Mais suite à une décision du tribunal de Versailles, il se voit obligé de les effacer. Grand prince, il décide alors de les recouvrir, mais avec des feuilles d'or, afin d'évoquer les dorures du château. Choix intéressant, qui permet par le jeu du cachet révélé de dissimuler tout en laissant apparaître l'intervention haineuse. Voilà, ça c'est artistique. Par des choix plastiques, par l'utilisation d'une technique et de matériaux spécifiques, on soulève la réflexion. On répond à la destruction et à l'obscurantisme par la création. Mais revenons un peu sur l'œuvre, sans perdre de vue cette polémique qu'elle suscite, car si cette œuvre fait couler autant l'encre des journaux et les larmes des apprentis royalistes, ce n'est pas par hasard. En vérité, l'œuvre de Kapoor, si on réfléchit bien, si on l'analyse attentivement, elle est vraiment perturbante. Et donc, elle est forcément source de polémique. Je voulais créer quelque chose d'obscur, de désordonné, dira Kapoor. Ce qu'il cherche à faire, c'est perturber l'aspect très ordonné, justement, et maîtrisé du tapis vert de le nôtre. Car ce fameux jardin du château de Versailles est un prolongement symbolique de l'ordre royal, sous lequel se placent tous les sujets, mais aussi la nature elle-même.
Louis XIV n'a pas seulement basé son pouvoir sur la politique et la guerre, son plus grand atout était justement cette espèce de parc d'attractions à sa propre gloire, ce formidable outil de propagande absolument kitsch qu'est le château de Versailles. Tout dans l'architecture classique du château est organisé autour du roi. Le roi, ici, est central. D'ailleurs, la chambre du monarque est au centre du château. Et lorsque le roi se lève le matin, que voit-il? Les jardins, dessinés par le nôtre, se dérouler sous ses fenêtres, dans une organisation et une rationalisation parfaitement maîtrisée de la nature autour de cet axe central. Voilà pourquoi l'œuvre de Capour est percutante, parce qu'elle prend la forme d'un surgissement monumental et grandiose. Cet objet qui évoque la fertilité, à la fois masculin et féminin, projectile et réceptacle, c'est Gaïa qui vient piétiner les plates-bandes du jardin à la française. Mère Nature reprend ses droits. C'est la revanche du vagin de la reine contre l'ordre du roi. C'est le désordre et le chaos violent qui vient troubler cette harmonie organisée, cette mise en scène du pouvoir en place. On comprend donc pourquoi ça choque. Pourquoi ça hérisse le poil d'ordinaire si lisse des admirateurs et des nostalgiques de la royauté. Au-delà de ce surgissement chaotique au beau milieu de l'ordre, ce qui choque, c'est le caractère obscène de l'œuvre de Capour. Mais qu'est-ce que l'obscène? L'obscène, c'est mettre au devant de la scène ce qui est censé rester derrière, dissimulé derrière les rideaux. Or, dans notre culture, dans notre tradition, qu'est-ce qui est censé rester dissimulé derrière de lourds rideaux bien épais? Eh bien, c'est notre corps. Ah, le corps. Voilà bien là la meilleure recette pour qu'une œuvre suscite la polémique et se retrouve sous les foudres des extrémistes de la culotte de chasteté. Capour n'est pas le premier à subir ce genre de déconvenue. En fait, à y regarder de plus près, l'histoire de l'art regorge de ces artistes qui ont vu leurs œuvres censurées ou vandalisées parce qu'ils avaient un petit peu trop tendance à montrer de la peau, du poil et des muqueuses. Et si vous rajoutez à tout cela un petit peu de sacré, un petit peu de religion, eh bien, ça commence à sentir bon la poudre. En 1535 déjà, lorsque le pape Paul III commande au génial Michel-Ange une fresque monumentale pour la chapelle Sixtine, l'artiste se retrouve au beau milieu d'une polémique, et son œuvre est menacée de destruction. Il faut dire que Michel-Ange n'y est pas allé avec le dos du pinceau, les quelques 400 personnages de ce jugement dernier sont presque tous à poil. Et bien sûr, les nombreux saints, et Jésus lui-même, n'échappent pas au déshabillage, sans oublier que certains personnages ont des positions plus ou moins douteuses. Le cardinal Biago de Cesena, maître de cérémonie du pape, sera l'un des plus virulents détracteurs de Michel-Ange. Il militera auprès de son boss pour faire détruire cette ignoble peinture qu'il comparait à une scène de bain public. Heureusement pour Michel-Ange, Paul III prit son parti et s'opposa fermement aux adversaires de ce jugement dernier dénudé. Mais Michel-Ange réserva une petite vengeance au cardinal Biago et l'immortalisa dans son œuvre sous les traits de Minos, démon juge des enfers, affublé d'oreilles d'âne et enlacé d'un serpent qui vient lui grignoter l'entrejambe. Peu après la mort de Paul III, et un an après celle de Michel-Ange, il fut demandé au peintre Daniele de Volterra de recouvrir les trop nombreuses parties génitales qui recouvraient les murs de la Sainte-Chapelle. Mystère. Da Vinci Code.
L'artiste s'appliqua à reculoter tout ce petit monde tout en prenant soin de ne pas dénaturer l'œuvre de Michel-Ange qu'il admirait. Mais son travail lui valut par la suite un triste surnom, Braguettone, le faiseur de culottes. Mais parfois, la censure et l'indignation prennent des formes moins douces qu'un ajout de culotte. Peu de temps avant Michel-Ange, Botticelli lui-même dut subir la censure du prédicateur Savonarola, instigateur de la terrible dictature théocratique de Florence en 1494. Bon nombre des œuvres de la ville finirent dans les bûchers des vanités, mis en place par le moine afin de purifier les Florentins et leurs péchés. Finalement, un peu trop vindicatif et critique envers l'Église romaine, le bon moine finira excommunié, torturé, pendu et lui-même sur un bûcher. Il n'en reste pas moins que cet épisode extrême illustre combien la censure s'érige contre les représentations qu'elle trouve immorales. Vous imaginez bien que dans ce cas précis, Savonarola n'a pas fait cramer des représentations de la Vierge, mais plutôt des représentations de Vénus ou d'autres personnages antiques aux courbes dévoilées. Plus proche de nous, c'est l'œuvre du photographe André Serrano, pourtant habitué au scandale, qui a subi les foudres de certains catholiques extrêmes. Il faut croire qu'avoir un nom de jambon ne vous fait pas apprécier de tout le monde. L'œuvre en question, c'est Peace Christ, une photographie montrant un crucifix blanc, baignant dans une atmosphère mordorée, à la fois liquide et brumeuse. Mais c'est moins l'image en elle-même, très classique dans sa mise en scène et plutôt esthétique, qui choqua, que son titre, Peace Christ, Jésus dans du pipi. Dans un quoi? Coup pipi. Oh mon Dieu. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. En effet, Serrano indique toujours dans ses titres la technique employée pour réaliser ses photographies. Ici, il s'est contenté de plonger un petit crucifix en plastique dans un verre d'urine et de sang. Et déjà en 1989, date de sa première exposition aux États-Unis, elle soulève la controverse et des groupes religieux crient au blasphème. Puis la photographie sera vandalisée à Melbourne en 1997, en Suède en 2007 et Cocorico en France en 2011. Dans ce dernier cas, les opposants à l'œuvre avaient fait un petit tour chez Monsieur Bricolage avant de passer par la galerie pour menacer le personnel et défoncer le cliché diabolique à grands coups de marteau. Rappelez-vous tout de même que cet épisode intervient au moment précis où le mouvement Civitas, pas franchement tolérant ni progressiste, organise de sympathiques rassemblements de prières devant des théâtres pour condamner des pièces soi-disant anticatholiques. Les mêmes qui viendront vous expliquer que la France sombre progressivement dans la décadence satanique. Bonjour, bienvenue au XXIe siècle. Et là encore, débat, médias, politique et finalement peu de gens pour vous parler d'art, car si André Serrano a voulu plonger son Christ dans l'urine et le sang, c'est, dit-il, pour déclencher des réactions. Bien joué André! Mais il complète en précisant qu'il s'agit surtout d'un moyen pour rappeler à tout le monde par quelles horreurs le Christ est passé. Ne soyons pas naïfs, sans donner raison aux extrémistes complètement marteaux qui voudraient bien nous voir replonger au bon temps de l'Inquisition, n'oublions pas comment fonctionne l'art d'aujourd'hui. Les artistes ont un pouvoir de contestation énorme et nécessaire. Jouer au provocateur, c'est d'abord faire reculer la culture normative dominante et faire reculer la frontière des interdits de notre société. De tout temps, les artistes ont testé les lignes de défense de leur époque. Et échapper aux sphères de l'esthétique, du beau et du décoratif, c'est forcément politiser son art, et donc provoquer la censure et le scandale. Mais lorsque dans notre société moderne, la culture dominante s'appuie justement sur le scandale et le brouhaha médiatique, alors ce sont là les meilleurs moyens d'accéder au succès. Car ne l'oublions jamais, la pire des censures pour un artiste, c'est l'indifférence. Don't get fooled again.
J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook Vas-y voir et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission. Partagez également tout ça avec vos amis, vos voisins et même votre grand-mère du Périgord. Voilà, vous pouvez maintenant reprendre une activité normale et n'oubliez pas, allez-y, allez voir des œuvres, ça peut pas vous faire de mal.